Bonjour à toutes et à tous, je suis Maxime Battandéo, le directeur marketing et communication de l'Institut Open Diplomacy. Pour toutes celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes lors de la quatrième journée des rencontres du développement durable, co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et les arts et métiers. Aujourd'hui, nous allons traiter de comment designer l'industrie du futur. Et c'est avec un grand plaisir que nous recevons Cédric Villani pour un grand entretien où nous allons tenter de penser le monde de demain à l'aide de la matrice des objectifs du développement durable. Cédric Villani, bonjour. Bonjour Maxime Battandéo. Vous êtes député de l'Essonne depuis juin 2017. Vous siégez au sein de la Commission des affaires économiques et vous présidez l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques de l'Assemblée nationale et du Sénat. Avant cela, vous avez exercé le beau métier d'enseignant-chercheur en mathématiques à Paris, à Lyon, à Atlanta, Berkeley, Princeton et l'Institut des hautes études scientifiques situé dans la magnifique ville de Burs-Yvette en Essonne. Absolument. Donc en 2019, vous avez pris la direction de l'Institut Henri Poincaré, qui est l'un des plus anciens instituts de recherche du monde en mathématiques et en physique théorique. Je sais que vous êtes spécialiste de physique statistique. Convaincu aussi de la richesse du dialogue entre sciences et technologies, vous avez aussi été membre des conseils scientifiques d'EDF, d'Orange et du Boston Consulting Group, qui est un cabinet de conseil. Votre vie de chercheur a été couronnée en 2010 et vous devez être extrêmement fier par la médaille Fields. Alors certains disent que c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a des différences importantes, comme le fait que c'est attribué typiquement à 4 chercheurs ou chercheuses tous les 4 ans, alors que le prix Nobel c'est une fois par an. Oui. Et il y a une limite d'âge à 40 ans. Et puis il y a le fait que c'est attribué par l'Union internationale des mathématiciens, qui est une sorte de regroupement démocratique de toutes les sociétés savantes de mathématiques du monde. Donc c'est assez différent de ce point de vue du fonctionnement du prix Nobel, mais pour des questions en ce qui concerne le rayonnement, l'influence, on peut effectivement l'appeler prix Nobel des mathématiques. D'accord. Et donc vous êtes, comme vous venez pas encore de le démontrer, mais au moins de le dire, l'un des plus grands mathématiciens vivants de notre temps. Et c'est avec un immense honneur que nous vous recevons parmi nous. Donc Cédric Villani, comment allez-vous ? Merci, ça me fait très plaisir d'être ici. Ça fait longtemps que je suis et que j'admire le travail de Open Diplomacy. Et je pense que ce genre de réunion, de débat, de dialogue, ça met de bonne humeur. C'est important de confronter et de parler. On va rentrer dans le vif du sujet. Première question, dans le rapport « Donner un sens à l'intelligence artificielle pour une stratégie nationale et européenne » que vous avez rendu au gouvernement en 2018, vous proposiez d'étudier les impacts de l'intelligence artificielle sur la réalisation des objectifs du développement durable. Et plus récemment, vous portiez la parole de Delphine Batho, candidate à la primaire écologiste, donc, qui défendait et continue à défendre le concept d'écologie intégrale démocratique. Donc, pour vous, qu'est-ce que c'est que le développement durable ? Est-ce que vous pensez que c'est un concept opérant encore aujourd'hui ? Si oui, quelle en est sa définition ? Et sinon, par quoi vous le remplacez ? D'abord, effectivement, j'ai porté ce rapport sur l'intelligence artificielle dans lequel je m'intéressais beaucoup aux impacts en matière de développement durable. C'était le premier rapport de ce type à avoir un chapitre entièrement consacré à l'interaction intelligence artificielle et environnement, avec les deux faces, si je puis dire, de la médaille. À la fois, comment est-ce que l'IA peut être utilisée au service de l'écologie et comment est-ce que l'IA peut impacter négativement l'écologie aussi. Par exemple, avec la consommation d'énergie, consommation de matériaux que ça représente. Pour moi, il n'y a pas de rupture entre les deux temps que vous évoquez, celui où j'étais porte-parole de Delphine Batho, candidate qui défendait en particulier le concept de décroissance dans cette primaire. On y reviendra. Pour moi, on y reviendra. Pour moi, c'est quelque chose, tout ça est intégré. La décroissance ne veut pas dire une régression ou un retour en arrière. La décroissance n'interdit pas d'utiliser de la technologie, de la recherche à bon escient, et l'intelligence artificielle peut y trouver sa place, sa part. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'IA en tant que telle ne va pas simplement automatiquement aider à faire avancer les choses dans la bonne direction. Et en ce qui concerne le développement durable, votre définition, ce serait de se dire que ça doit être un concept qui est plutôt écologique, qui est plutôt économique, qui est plutôt social ? La définition
assez classique, on va dire, celle dans laquelle on assure le développement de la génération actuelle sans compromettre le développement, la réalisation des générations futures, me convient. À mon goût, elle insiste pas assez sur la préservation et la valeur de l'environnement en tant que tel. C'est une définition qui est humano-centrée, et comme si l'environnement était là au service de l'humain et uniquement vu à travers ce prisme, sans sa richesse intrinsèque. Mais globalement, c'est un concept qui me convient. Le danger, et on y reviendra, c'est de se dire, maintenant qu'il y a les objectifs de développement durable et qu'on y travaille, on est sauvé. La grande leçon de ces dernières années, c'est pas du tout. Depuis que les ODD ont été votés en 2015, les choses ne se sont guère améliorées à travers le monde, ou à peine, ou à un rythme qui n'est pas du tout en rapport avec ce dont nous avons besoin pour préserver l'environnement de façon durable. Donc, si les objectifs de développement durable sont quelque chose sur quoi on veut agir résolument, c'est très bien. Pour l'instant, au niveau mondial, ça n'en prend pas le chemin. Si c'est quelque chose qui sert à donner bonne conscience, c'est un problème. Et ça, au contraire, ralentira le fait d'aller vers des solutions beaucoup plus énergiques. On parlait tout à l'heure de décroissance. Oui. Un des avantages du mot décroissance, et ça a été théorisé, c'est pour ça aussi que je le préfère à post-croissance ou croissance alternative ou autre, c'est que c'est un mot d'abord qui suscite du débat. Oui. Développement durable, tout le monde est d'accord, hein. Décroissance, tout de suite, vous avez les pour, les contre, et on commence à confronter les visions d'avenir. Et ensuite, c'est un mot qui ne peut pas être lessivé. On peut parler de croissance verte, et on peut parler de finance verte, et ça se retrouve dans bien des cas, et aujourd'hui dans l'énorme majorité des cas, quand on parle de croissance verte, c'est une illusion, c'est du greenwashing, comme on dit. Tandis que décroissant, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le récupérer, le transformer en un concept qui sert à masquer des pratiques de développement qui va impacter négativement l'environnement. Bien sûr. Alors, la croissance aussi, c'est quelque chose d'important. Alors, au-delà du fait que c'est quelque chose de nécessaire pour les pays les moins avancés, puisque quand on vit avec 1,90 €, la perspective, ça va être de gagner plus, ne serait-ce que pour vivre. Mais même dans les pays les plus développés, quand on regarde depuis 1970 a perdu 1 point de PIB par décennie, est-ce qu'on n'a pas besoin de la croissance pour, comme dirait Lewis Carroll, donc l'auteur d'Alice au Pays des Merveilles, l'homme a besoin ne serait-ce que d'aller le plus vite possible, juste pour rester en place, un peu comme un hamster dans une roue. Cette scène de la Reine Rouge, où Exactement. Il faut aller très très vite pour rester sur place, qui a été aussi, parce que certains auteurs ont comparé à la question de l'évolution des espèces, dans lesquelles il y a toujours les mutations, les évolutions, simplement pour rester dans la course. Alors, premièrement, quand on parle de développement, ici vous avez parlé de croissance, et vous avez parlé d'euros, de sommes minuscules. Évidemment, quand on pense développement, il faut penser à tous les étages de la pyramide de Maslow. Il y a l'étage où on assure ses fonctions, ses besoins physiologiques, se nourrir, rester en vie, avoir accès à de l'eau qui vous rend pas mal, etc. Mais jusqu'à l'étage supérieur, qui est celui de se réaliser, vers quelque chose dans lequel vous avez un potentiel créativité que vous dévoilez, dans lequel vous êtes fier de ce que vous accomplissez. Et c'est extrêmement important. Si on parle développement ou si on parle progrès, il faut considérer ces différentes étapes. Ensuite, les pays aujourd'hui, les continents les moins développés du point de vue économique ne sont pas ceux qui posent le plus de problèmes du point de vue environnemental. Loin de là. Vous regardez l'empreinte carbone du beau continent qu'est l'Afrique est minuscule comparée à l'empreinte carbone de l'Europe ou l'empreinte carbone de l'Amérique encore plus, ou l'empreinte carbone de l'Asie. Donc c'est vraiment, quand on parle d'impact négatif sur l'environnement, c'est en premier lieu les pays les plus développés qui doivent se sentir concernés. Certains vont dire, et j'en fais partie, qu'ils ont aussi une responsabilité morale à agir le plus possible pour la préservation de l'environnement, parce que pour l'instant, ce sont eux qui, de très loin, ont le plus contribué à la dégradation générale de l'environnement. On le voit extrêmement bien sur le bilan carbone. Si aujourd'hui nous sommes dans une situation avec déjà plus d'1 degré de réchauffement climatique qui a été fait depuis l'ère pré-industrielle, et si aujourd'hui on est sur une trajectoire qui est
extrêmement inquiétante, c'est en premier lieu du fait du comportement passé des pays développés. Exactement. D'ailleurs, en 1972, c'est dans le rapport Meadows qui a été appuyé par le Club de Rome, qui est l'une des références des débats qui portent sur les liens entre les conséquences écologiques de la croissance économique, la limitation des ressources et l'évolution démographique. Donc Meadows, avec l'aide de toute son équipe et des premiers ordinateurs, ça je pense que c'est important de le rappeler pour le coup. Au MIT. Il avait modélisé le comportement d'une humanité qui rechercherait une croissance infinie avec des ressources finies. Alors quand on dit ressources finies, c'est soit parce que les quantités sont finies ou soit parce que l'extraction de ces ressources va beaucoup plus vite que son renouvellement, puisqu'on pourrait parler d'un certain nombre de choses qui se renouvellent. Dans certains de ces scénarios, ça va mener à l'effondrement. Et les seuls qui n'y mènent pas, ce sont ceux qui partent de l'hypothèse d'une croissance zéro. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser, étant donné que vous êtes un des héros de l'intelligence artificielle, de la science dans la société, comment on va faire pour faire de la science, de la technologie, de l'innovation ou de l'industrie du futur sans croissance ? Je vais commencer là encore par commenter ce que vous venez de dire. Je suis complètement sur tout ce que vous savez, avant de répondre à votre question. Et d'abord, ce rapport Meadows, ça a été un coup de poing, c'était le début des années 70, donc venant peu de temps après la prise de conscience de l'écologie politique, début des années 60, c'est les ouvrages fondateurs de Rachel Carson et d'autres, Printemps silencieux, la dénonciation du rôle mortifère des pesticides, du déséquilibre apporté par l'humain. On est là donc aussi dans la fin on arrive sur la fin des 30 Glorieuses, on arrive juste avant tout le choc pétrolier et la crise énergétique, donc c'est un moment clé. C'est l'année d'avant. C'est exactement. Et ce qu'on entend souvent dire, c'est ce rapport, il était faux, il a été démenti, l'effondrement qu'il prédisait ne s'est pas vérifié, tout ça. Quand on le relit, on voit que l'essentiel, la majorité de ce qui était là reste qualitativement valable. D'abord, ce qu'il disait, c'est en gros, si on continue comme ça, il y a un effondrement qui se produit avant 2100, quelque part. Ensuite, évidemment, il y a des choses qui ne peuvent pas modéliser. Il y a eu des innovations depuis sur la productivité de l'agriculture, il y a eu telle et telle innovation qu'on ne pouvait pas modéliser. Dans certains des scénarios aujourd'hui, on parie sur tel ou tel taux de développement, sur telle ou telle technologie, mais il y a toujours un pari. Et ce rapport, il est aujourd'hui encore régulièrement mis à jour avec des modélisations plus précises, avec un état de l'art. Au début des années 2000, il y a eu le 30e anniversaire. De façon significative, c'est le physicien Jean-Marc Jancovici, très connu dans les milieux écologistes, qui a préfacé cette édition. Et tout récemment, je sais qu'il y avait en préparation une édition pour le 50e anniversaire. Oui, c'est ça, 50e anniversaire. Je sais qu'Emmanuel Faber en faisait partie. J'ai vu passer une petite vidéo de lui où il raconte qu'il arrive sur une petite île en compagnie de quelques autres où ils vont plancher sur la mise à jour de ce rapport, et avec toujours le même thème, l'impossibilité de la croissance infinie dans un monde fini. Et comme vous dites, quand on regarde au niveau mondial, globalement, on voit que les points de PIB baissent, et c'est inéluctable. De la même façon que dans le monde, quand on regarde les différentes espèces qui coexistent dans un écosystème, s'il y avait une espèce qui se mettait à croître plus que toutes les autres, on arriverait à un effondrement. C'est juste impossible. Les espèces dans la vie, elles voient leurs effectifs croître, puis décroître, puis croître, puis décroître, et ainsi de suite. Oui, c'est la réalité physique que chacun peut appréhender. C'est la réalité physique, absolument. La réalité physique, biologique observée. Si on veut quelque chose de durable, ça ne peut pas venir avec une croissance exponentielle. Donc, l'idée d'une croissance sans fin du PIB, premièrement, elle n'a pas de sens intellectuel par rapport à ça, mais deuxièmement, elle méconnaît quelque chose qui est extrêmement bien vérifié sur les dernières décennies, c'est qu'au niveau mondial, PIB et consommation d'énergie sont extrêmement corrélés. Et vous voyez les droites, c'est un des graphiques préférés de Jean-Marc Jancovici, c'est presque une droite sur les dernières décennies, avec une petite inflexion récente entre la consommation d'énergie et le PIB. Mais il va bien falloir de l'argent pour trouver des nouvelles solutions. Alors maintenant, j'en viens à votre question. Vous avez raison d'insister là-dessus.
la recherche et le développement, c'est quelle part du budget d'un pays? C'est pas beaucoup, c'est moins de 1%. Bon, c'est alors, si on regarde les objectifs qu'on a, c'est 1% public, 2% privé, en gros. Voilà, on aimerait avoir 3%. On est à moins de 1% public aujourd'hui. On aimerait bien... Alors en 2005, c'était le accord de Lisbonne, si je ne dis pas de bêtises, ça, les pays de l'OCDE, stratégie de Lisbonne. Les pays de l'OCDE se sont réunis, se sont dit on va mettre en place un écosystème extraordinaire et tout. On prend l'engagement solennel d'ici quelques années de consacrer tous 3% de R&D, de notre budget en R&D, de notre PIB en R&D. Bon. On est 15 ans plus tard, est-ce qu'on est au 3% en France? Non. On doit être à 2,2%, quelque chose comme ça, peut-être 2,3%. Si la loi de programmation pour la recherche va à terme et qu'on réactualise en euros constants au fur et à mesure les contributions et qu'il n'y a pas de changement de direction d'ici là, on arrivera au 1% public. On sera encore loin du 2% privé. Donc, vous voyez, là, ici, on voit, et c'est un peu la même critique qu'on peut formuler à la stratégie des ODD, tant qu'on se réunit et qu'on dit, ben voilà, on va se donner tel objectif et que derrière, ça ne suit pas selon un agenda contraignant, effectif, ben, c'est un peu parler pour se donner bonne conscience, mais rien d'effectif. Il y a quelques jours, Greta Thunberg appelait tout ça du blablabla, en disant tout ce que les dirigeants du monde ont dit depuis 1990, avec plein de jolis mots-clés qui s'appellent économie verte, qui s'appellent Build Back Better, etc., etc. C'était du blablabla qui n'a pas été En même temps, aujourd'hui, là, il y a 30% du plan de relance en France qui va être consacré à la décarbonation de l'économie, à une industrie plus verte. Est-ce que vous pensez que les termes du débat, là, comme on va être à l'aube d'une campagne présidentielle, ils sont bien posés? Est-ce que c'est se dire l'important, c'est d'avoir des politiques sectorielles ou qu'on dote avec un certain montant, et un montant qui est, parce que 30 milliards, c'est un peu plus de 10% du PIB de la France, donc c'est pas rien. Est-ce que c'est la bonne approche pour aborder ces enjeux-là? Alors, ici, ce plan de relance, on voit qu'il y a un pas dans la bonne direction. C'est effectivement les 30 milliards sur les 100 que vous évoquez. Et en même temps, ça a été expertisé par le Haut Conseil pour le climat qui a dit, voilà, ben, il y a une partie, allez, mettons, il y a un tiers qui va dans la bonne direction et 2 tiers qui continuent sur les mêmes émissions carbone que précédemment. Autrement dit, ce plan, il est globalement plus mauvais que bon puisqu'il reste en majorité sur les trajectoires précédentes, qui ne sont pas les trajectoires soutenables. Il aurait fallu que 100% soit sur une trajectoire soutenable. Quand je dis 100% sur une trajectoire soutenable, je ne veux pas dire que 100% de ce plan de relance soit consacré à des technologies vertes, à l'écologie, etc., mais que 100% soit sur un plan budgétaire, sur un plan d'émissions carbone. Par exemple, si ça s'occupe de, je sais pas moi, de telle technologie, il faut que ça soit aussi avec une émission carbone qui vont bien et que 100% soit sur la bonne trajectoire. Si on ne le fait pas au moment du plan de relance, qui est un des rares moments où on a un budget relativement peu contraint, quand est-ce qu'on le fait ? Du coup, la dernière question pour conclure, parce qu'on va devoir arrêter cette passionnante discussion, c'est que quelle doit être la priorité du prochain quinquennat et quelle est la première mesure que devra prendre le prochain gouvernement à l'aune de ce que vous venez de dire ? Alors, ici, je ne peux pas répondre en faisant abstraction du contexte présidentiel dans lequel engagé aux côtés de Génération Écologie, et donc dans le pôle écologiste, et donc soutenant Yannick Jadot, je vais reprendre la première mesure qu'il a lui-même proposée dans les débats, c'est la sortie de l'élevage industriel et le fait de, aussi bien pour des questions d'impact carbone, de durabilité que éthique, le fait de modifier complètement les pratiques d'élevage, les pratiques agroalimentaires qui vont avec. Dire que c'est la première mesure, ça n'a pas vraiment de sens. La première mesure, de toute façon, c'est quelque chose que vous faites par décret. Mais en tout cas, une des premières priorités d'enclencher ça dès que le gouvernement arrive au pouvoir. Ce ne sera pas de sortir du nucléaire ? Et alors, je vous reprends ici. Et la question de sortir du nucléaire est une question importante, mais elle est moins urgente que la question de la décarbonation et qui s'appelle sortir du pétrole. Et chaque fois qu'on insiste sur le débat nucléaire, on brouille le premier débat urgent qui est celui de sortir du pétrole. Mais je vais dire quelques mots, je vais rajouter quelques mots pour commenter cette question d'élevage qui est majeure. Premièrement,
Élevage, aujourd'hui, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'est majeur. Si on veut passer à une situation aujourd'hui où, en France, l'empreinte carbone par individu elle est de l'ordre de 10 tonnes par an, à une situation où elle est de l'ordre de 2 tonnes par an, quelque chose qui est également équitablement réparti à travers le monde, ça veut dire une division par 5 de notre empreinte carbone. Ça veut dire des changements dans nos habitudes, des changements dans notre système. En gros, impact carbone, c'est 1/4 le comportement individuel, 3/4 les changements systémiques. Et ça passera forcément par des changements au niveau agroalimentaire, parce que les engrais la production d'engrais, ça coûte énormément en émissions de CO2. Chaque fois qu'on vous parle d'un plan de décarbonation, demandez-vous, il fait quoi le gars pour les engrais? S'il n'y a pas les engrais inclus dans le plan, c'est que le plan ne fonctionnera pas. D'accord. Donc aussi parce que la condition animale, ici on revient à ce qu'on disait au tout début sur la valeur intrinsèque de l'environnement, ça doit faire partie aujourd'hui de ce qui est sur notre agenda politique. C'est un sujet auquel j'ai été particulièrement sensibilisé ces dernières années. Aujourd'hui, en France, où on tue à peu près 1 milliard d'animaux par an pour l'élevage, la majorité des animaux sont encore en élevage intensif. Ça veut dire une norme à 22 poulets du mètre carré, imaginez-vous ça. Ça veut dire des poulets qui sont sélectionnés pour être plus productifs en viande, donc tellement lourds que leurs pattes n'arrivent même plus à les porter. Ça veut dire des cochons qui ne voient jamais la lumière du jour, qui sentent jamais un brin d'air de toute leur vie, sauf le jour où on les emmène à l'abattoir. C'est quelque chose qui est juste pas acceptable aujourd'hui si on veut être fier de ce qu'on réalise en tant qu'humanité en 2021 et dans les années qui viennent. Ça passera aussi par des changements de consommation alimentaire, réduction de la quantité de viande. Ce sera un passage obligatoire, aussi bien pour des questions d'impact carbone que pour des questions éthiques. Titre personnel, je suis devenu végétarien précisément pour ces doubles raisons. Et pour moi, c'est une évolution majeure qui n'était pas dans le débat écologiste il y a encore 10 ans, qui aujourd'hui, le fait que Yannick Jadot l'ait indiqué comme la première priorité quand il arrive au gouvernement, est un signe fort de changement de notre considération des rapports entre l'humain et le vivant. Merci beaucoup Cédric Villani. C'est François Rabelais qui dirait qu'aujourd'hui, science sans décroissance n'est que mort de l'âme. Nous revenons dans une quinzaine de minutes pour une masterclass dont le but va être de défendre les générations futures dans cette 4e journée consacrée à designer l'industrie du futur. Merci beaucoup.